Salut à tous, épisode 22 avec Corandon Alpecin. Et ouais, j'avais envie vraiment d'avancer là sur cette partie parce que le Tour de France qui approche m'excite beaucoup et j'ai très envie de voir ce que ça pourra donner. On va d'abord s'intéresser assez longuement au Tour de Suisse juste après, parce que ce Tour de Suisse, vous allez voir, c'est du régal. Championnats nationaux en passant, là aussi. On insistera moins que parfois sur ces championnats nationaux, parce que je trouve qu'ils sont peut-être parfois moins agréables à jouer et plus aléatoires ou bizarres. Et puis on commencera le Tour de France. On se prononcera aussi un petit peu sur ce que pourrait être la Vuelta pour cette équipe. C'est parti. Alors, il y avait des choses assez intéressantes à l'épisode précédent, avec notamment cette victoire de Emmanuel Buchmann sur le Giro devant Simon Yates, notamment avec un Sinchek qui avait bien performé. Et toute la question, parce que certains me disent mets-toi en danger avec Van Der Poel, c'est jusqu'où est-ce que ce garçon peut aller là virtuellement dans la partie. Bon, on va voir qu'il est capable de grandes choses. C'est parti, donc Dauphiné, Tour de Suisse, on est vraiment sur la période de transition entre le Giro et le Tour de France. On voit que dès lors qu'on a essayé de jouer le jeu dans les épreuves World Tour par étape, on a été performant. Top 5, globalement accroché de ci de là, donc bon. Sur le Dauphiné, cette année, je n'ai pas les moyens de proposer quelque chose de, on va dire, performant, voilà. Ça n'est pas possible, donc j'ai aligné une équipe de jeunes, une équipe sur laquelle bon, il n'y a pas vraiment de leader qui se dégage, peut-être le jeune belge Sandervan, peut-être, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut signaler. Il y a Engelwald qui est un spécialiste. Alors, normalement, il est amené à être un spécialiste c'est un régène, amené à être un spécialiste du chrono. Pour l'instant, il est meilleur sa note de prologue est bien meilleure que ne peut l'être sa note de CLM. Il est à 73, je crois. Par contre, 79 en prologue. Donc, il est encore à développer, Engelwald, l'ange de la forêt. Mais en revanche, on a de l'espoir pour la suite, parce que il y aura sûrement des progrès qui seront réalisés, et je pense que l'année qui suivra, j'aurai une petite cohorte là à proposer sur Dauphiné, à moins qu'on échange et qu'on aille peut-être aligner comme ça une équipe de jeunes performantes sur le Tour de Suisse, mais il faut encore un an à mon avis. Voilà. Pour cette année, c'est Geraint Thomas qui s'impose, et le jeune Sandervan qui prend quand même un top 10. Franchement, c'est pas honteux. C'est pas honteux vu la nature des étapes sur Dauphiné. Il y a eu une quatrième phase aussi de dossier. Vous avez vu que j'avais noué quelques petits contacts avec quelques vétérans. On verra s'ils sont trop chers ou pas. On verra également, mais a priori, Buchmann, on va faire une croix dessus, parce que vous avez majoritairement exprimé ça aussi. Donc, quelque part, c'est en cohérence. Je vous ai fait voter. Vous étiez une assez grande majorité à trouver que Buchmann, maintenant qu'il avait gagné un grand tour, c'était peut-être un petit peu trop fort pour nous. Bref, on verra. Peut-être qu'on va plus s'orienter vers Kemna. Toujours est-il qu'on a aussi, mine de rien, un petit test pour Sam Oomen, même s'il n'est pas sous pic de forme. Dès qu'on l'aligne comme ça sur une course World Tour par étape, c'est un petit test. Sur Tony Galopin, je serai plus du tout au stade du test, parce que c'est notre capitaine de route, c'est notre vétéran, c'est le papa de cette jeune équipe. Alors Tony, lui, on lui demande d'être présent sur certains endroits bien précis, mais pas nécessairement sur le général pour un Tour de Suisse comme celui-là, surtout que dès le prologue, c'est Mathieu Van Der Poel qui au final s'en sort le moins mal dans notre équipe. Sénéchal n'a pas été si mauvais que ça sur ce prologue, donc intéressant pour Sénéchal. Victoire de Rohan Dennis, et on s'oriente. Allez, attention, ça va être un petit peu violent là, ce qui va se passer pendant quelques étapes, en ce sens que je vais tout faire
pour, je vais essayer de jouer avec agressivité, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que je vais pas attendre que le peloton s'élimine naturellement et qu'on arrive comme ça sur des sur des peut-être des sprints un petit peu plus massifs. Je vais essayer de vraiment être agressif, bon, tout en regardant quand même comment est-ce que les gens supportent l'enchaînement des difficultés, hein, puisque quand même cette deuxième étape, on est sur profil 2019, hein, je vous l'ai pas dit, mais comme vous avez majoritairement voté pour ce profil 2019 dans un épisode précédent, j'avais fait voter, vous aviez voté pour ce profil-là pour le Tour de Suisse, du coup je l'avais installé. C'était en plus très opportun de prendre celui-là pour une bonne raison, c'est que on l'avait jamais joué. Voilà, on l'avait jamais joué puisque avec Astana, c'est un des seuls tours importants qu'on avait simulé. On n'avait pas eu les moyens de le disputer à ce moment-là, c'était des choix. Et avec cette équipe Corendon Circus puis Alpecin, on n'avait pas non plus eu les moyens. Donc à partir de là, c'est une découverte pour moi, et c'est plutôt une découverte agréable en ce sens que j'adore déjà cette deuxième étape, je la trouve super rigolote. Van der Poel, je vais le faire attendre un petit peu, parce que j'estime que partir seul à cet endroit-là, c'est se faire contrer. En revanche, s'il y a moyen ensuite de s'imposer, parce que le groupe là est restreint, mais il y a quand même d'excellents coureurs, il y a des gens qui vont très très vite. Ouais, j'ai pas voulu prendre le risque, je pensais que je me ferais reprendre si je m'échappais en haut du sommet. Vous voyez. Attention à Simon Yates qui essaye de partir tout seul pour conclure en solitaire. Il va pas falloir trop le regarder. Allez, on va aller le chercher. On va aller le chercher avec Mathieu. On n'est pas loin de l'arrivée. On va même le déposer pour aller, normalement, si tout va bien, chercher une victoire d'étape. Voilà, c'est fait. Victoire d'étape pour Mathieu Van der Poel sur cette étape 2 du Tour de Suisse. Alors, je suis assez content de la prendre, mais il n'y a pas non plus... ça n'est absolument pas un exploit. C'est juste une journée normale au boulot, hein, pour Van der Poel de prendre celle-là, étant donné qu'on avait bien fait travailler dans la difficulté dans le final. On avait, on va dire, placé sur orbite un Van der Poel qui, même tout seul, en profitant un petit peu, on avait vu d'un travail de Wout van Aert juste il y a quelques minutes, notamment pour Jumbo-Visma. Allez, ça suffisait, on va dire, d'avoir Van der Poel seul sur ce final-là. On a vu qu'Omen avait donc explosé en vol à un moment donné. Il n'est pas, faut dire, aidé par sa forme. Regardez, là je m'amuse. Dans cette étape 3, il y a un secteur pavé montant qui nous rappelle un peu des Flandriennes, hein, en fait, pour être franc. Et du coup, je m'amuse à accélérer pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais, ben ça fait tout de suite d'énormes différences, hein, quand on se retrouve face à des gens dont c'est pas forcément la spécialité sur ce type de terrain. Bon, après, on va pas non plus appuyer plus que ça, on va être repris très logiquement. C'est une arrivée qui se profile peut-être au sprint, hein, puisque le groupe, on va dire peloton, est assez important. Voilà, attention quand même aux cassures. On essaye d'être présent à l'avant de la course, au cas où. Et puis après, évidemment, on va essayer de mettre en route, parce qu'il y a encore quelques petits échappés qui sont à l'avant. On va mettre en route notre train Sénéchal. Auparavant, il y avait eu Galopin, et après on libère le monstre. Donc, ça sent la deuxième victoire pour Van der Poel, voilà qui est fait. Attention, il y avait un retour assez incroyable de Jesper Philipsen pour le compte de Jumbo-Visma, puisque je vous rappelle que dans cette partie, Groenewegen, il n'est plus chez Jumbo-Visma, qui a remplacé Groenewegen par Philipsen. Groenewegen est chez Movistar. Hein. Il y a eu comme ça pas mal de mouvements. De toute façon, on est en 4e année de jeu, donc fatalement, il y a du mouvement. 4e année, non, 3e année. Ensuite, on est là encore à l'étape 4 sur un profil qui peut nous permettre d'espérer quelque chose. C'est quoi le quelque chose? C'est, vu qu'on a comblé notre retard au général
par les 2 bonifications qui ont été acquises aux étapes 2 et 3, puisqu'on a gagné, il y aurait peut-être moyen de faire en sorte que Mathieu Van Der Poel soit en jaune au soir de cette étape-là. Donc on va pas se priver de cette éventualité. On a vu que Omen et Galopin n'ont pas réellement, il y a eu un joli travail de Kwiatkowski, ça m'a bien arrangé, n'ont pas réellement les moyens de faire autre chose que d'aider Van Der Poel sur ce Tour de Suisse. Donc puisque c'est ça, on y va à fond pour Van Der Poel. Vous voyez, hein, je réponds à la demande, hein, on m'a signifié, certains m'ont signifié, mets-toi en danger avec Van Der Poel, sors de ta zone de confort, qui est d'aller évidemment rafler les classiques, on le sait très bien, hein. Mets-toi en danger, j'ai compris le message, je me mets en danger, on va essayer de s'attaquer à des épreuves par étapes, hein, on va essayer d'aller performer, ça commence là, sur ce Tour de Suisse, même si on avait déjà aussi fait un très très joli Tirreno Adriatico où la 5e place était déjà une performance en elle-même. Allez, on va essayer d'aller chercher ce maillot jaune. Ça devrait être chose faite puisque la bonification, elle est pour nous. Est-ce qu'il y a un écart? C'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un écart qui va être comptabilisé à l'arrivée? Suspense. Il y a un écart. Yes! Et cet écart signifie donc prise du maillot par Mathieu Van Der Poel. Alors, je vous imagine, trop facile, c'est cheaté, machin. Écoutez, on fera les comptes à la fin. Parce que ce Tour de Suisse, il est loin d'être terminé. Ok, là, il y a une étape, c'est la 5, hein, qui pourrait encore nous permettre de nous imposer. Si c'est possible, je ne m'en priverai pas, puisque il faut essayer d'accumuler un maximum d'avance au niveau du temps là, au général, si on veut avoir un joli classement final dans ce Tour de Suisse, essayer de bien grappiller tout ce qui est possible. Donc je suis plutôt dans cette optique là de quasi cannibalisme pour Van Der Poel. On prend tout ce qu'on peut prendre. Et après on fera les comptes, puisqu'il y aura eu des arrivées au sommet et que, a priori, on n'est quand même pas favori dès lors que ça arrive au sommet, comme on va le voir juste après sur quelques ascensions vilaines. Voilà, donc, allez, finale de l'étape 4. On travaille comme à notre habitude. On travaille, cette fois-ci, c'est Tony Galopin qui est chargé d'emmener pour Van Der Poel, qui va s'imposer avec un écart très restreint vis-à-vis de Bennett ou Caleb Ewan, hein, on ne s'affole pas. On a gagné 4 étapes. Après tout, ça c'est pas quelque chose d'inenvisageable de gagner comme ça, puisque les profils étaient favorables à Van Der Poel. Maintenant, on va voir. C'est là qu'on va juger la capacité du mutant à s'adapter sur des arrivées comme celle-ci. Vous avez ici le Flumserberg, qui est assez vilain avec ses 8 km et demi à 9% sur l'ascension finale. Donc grosse excitation, on a envie de se mettre dans les meilleures conditions pour prendre le moins gros éclat possible. On a Egan Bernal qui est placé à un petit peu plus d'une minute, mais c'est quoi une minute quand il y a une arrivée comme celle-ci? On a Simon Yates qui est pas mal placé, on a comme ça de très très bons grimpeur référence. Romain Bardet est présent aussi sur ce Tour de Suisse. Je rappelle que c'est du Romain Bardet avec note du jeu initial, hein, puisque j'ai commencé cette partie au mois de juillet, tout début juillet, dès lors que le jeu est sorti. Donc c'est Romain Bardet bien évalué, c'est pas Romain Bardet avec des notes piteuses, comme on peut connaître par exemple sur la World DB, hein, je me tiens au courant de temps en temps des notes qui sont proposées dans les mises à jour de la World DB. C'est toujours intéressant, puisqu'un jour ou l'autre on se démarrera une petite partie sur World DB, hein, donc je surveille les notes, je regarde un petit peu de manière régulière. Ah là là, ça a été très dur, hein. Ce Flumserberg a été très très dur. Il est, allez, pas calamiteux, mais il est très très vilain pour nous. Schachmann a très bien résisté, c'est à noter. Très jolie résistance de Schachmann.
Victoire de Bernal devant Henrik Mas puis Sharman, avec un Mathieu Van Der Poel qui est top 20, donc ça veut dire qu'il limite un petit peu la casse, il la limite, mais il perd quand même le maillot au profit d'Egan Bernal au moment d'aborder une étape 7. Alors c'est très intéressant ce final. Déjà, elle a une particularité, elle fait 220 km. C'est une étape qui est digne d'un grand tour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais 220 km avec une arrivée comme ça au Saint-Gothard, qui est pas mal, hein. Elle est costaud, l'arrivée. Pour moi, c'est vraiment digne d'une étape de tour. Hein. Ça pourrait être du Giro, du Tour de France, par exemple. Alors, on m'a pas laissé m'échapper. Ouais, j'aurais voulu placer un ou deux ou trois types aux avant-postes pour pouvoir ensuite venir en aide à Van Der Poel, parce que il risque à un moment donné d'être en difficulté. Du coup, j'essaye, c'est vraiment pas évident. Tout le monde me roule dessus. Écoutez, ça fait encore un peu plus de difficulté. Et il faut attendre d'être très très loin dans l'étape pour que Tony Galopin puisse enfin sortir. Il a eu le droit. Il faut croire qu'Aubin, malgré ses minutes de retard au général, était verrouillé par l'IA, peut-être, hein, c'est une possibilité. Toujours est-il que devant, dans le final de cette ascension, Tony Galopin a un petit peu été décramponné, mais c'est pas grave, dans la descente, il a les moyens de revenir. On a une grosse avance à ce stade-là pour l'échapper, très grosse avance. On voit des Education First qui se sont fait lâcher, Björn Lambrecht qui est encore dans ma partie, qui emmène le peloton pour l'Auto Soudal. Allez, il y a Guillaume Martin qui est chaud comme la braise, le maillot Tissot que vous avez vu partir. C'est Guillaume Martin, il n'arrête pas, voilà, il multiplie les attaques. Je préfère à une si longue distance de l'arrivée, puisqu'il reste encore beaucoup là, on est à 25 bornes de l'arrivée, maintenant un petit peu moins. Je préfère laisser un petit peu Guillaume Martin sur ces situations-là, parce que tant qu'il partait seul, c'était un peu dangereux pour lui en fait, hein, de pas se cramer, alors que là, ils sont partis à deux, donc il y a un moment donné où je décide d'essayer de faire la jonction, voire même de contrer. Allez, ce serait joli, une victoire pour Tony Galopin, même si on voit que le peloton s'est beaucoup rapproché à ce stade-là. Hein. L'écart s'est considérablement réduit, on essaye de résister à une nouvelle offensive de Guillaume Martin, qui joue aussi le grimpeur, mais il joue pas que ça, il joue aussi une victoire d'étape. Hein. Sur ce Tour de Suisse, je n'arrive pas à le suivre. Après, intrinsèquement, c'est pour rigoler hein, que je dis est-ce qu'il est dopé, intrinsèquement Guillaume Martin qui lâche Tony Galopin là dans cette partie en 2021, il n'y a rien d'illogique. Et on arrive sur un secteur pavé, énorme. Alors, c'est pas le pavé du Tour des Flandres, hein, on va pas se mentir, c'est du pavé vert. Mais c'est quand même du pavé. Et je me décide à réagir avec Van Der Poel pour essayer, voilà, justement d'aller faire la jonction avec Galopin qui pourra apporter très peu, mais un petit peu de soutien, de protection à notre ami. Voilà, Simon Yates est difficile à reprendre. Van Der Poel a gardé seul Egan Bernal dans sa roue. On a du mal à reprendre Yates. On a du mal, il est très fort. Et puis on a Bernal qui va se mettre à faire du Bernal sur la fin. C'est pour ça que je mets rime avec chacal, puisqu'il a bien sucé pendant un certain temps. Et puis après il se met à lâcher les chevaux. Et quand Bernal lâche les chevaux, Bernal vous laisse sur place. Ça, c'est pas un scoop. Victoire, en tout cas assez magnifique de Simon Yates. Deuxième place pour Bernal. Troisième place quand même. Au sommet là, troisième place de Van Der Poel. Ce qui est extrêmement bon. Hein. C'est une très bonne performance. Je crois en tout cas. Cette troisième place, hors pic de forme, où on a presque regardé les meilleurs, les yeux dans les yeux. Donc ouais, c'est pas mal, c'est encourageant. Troisième place aussi au général avant d'aborder une épreuve individuelle de contre-la-montre qui est quasiment d'une vingtaine de kilomètres. Alors,
on va toujours, comme d'habitude, se tester sur les équipiers. Je vous ai un petit peu zappé les premiers, hein. J'ai surtout évoqué Omen et Galopin qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et c'est un contre-la-montre, ça noté qui est relativement plat. Donc ce type de contre-la-montre n'est pas nécessairement mauvais pour Van Der Poel. En tout cas, il est moins mauvais que ne pourrait l'être un contre-la-montre plus vallonné sur lequel, avec sa note de montagne inférieure à Bernal ou Yates, il pourrait prendre hyper cher. À l'arrivée, c'est pas une mauvaise performance qui sera celle de Van Der Poel. Oh, Juan Dennis, qui peut lutter contre Juan Dennis, surtout quand le terrain est plat comme ça. À noter la jolie perf de Nils Politt, et surtout on conserve à la veille de l'étape 9, on a conservé notre 3ème place au général. Donc maintenant je dirais que pour la victoire finale ça va être difficile. Par contre on a des espoirs de conserver cette 3ème place qui serait déjà une perf. Et j'ai essayé de placer aussi un pion à l'avant dans cette étape là. Elle est quand même un peu violente, hein, cette étape là, hein. Quand on regarde bien, 3 cols de haute, hors catégorie, 3 cols hors catégorie sur une étape, waouh, 9, qui avait été escamotée dans la réalité en juin dernier. Il y avait des conditions qui ne permettaient pas de passer le col du milieu qui était enneigé. Mais pour nous, dans la partie, évidemment, on fait le parcours normal, hein. Il n'y a pas les modifications de parcours au dernier moment parce que intempéries, ça n'existe pas. Donc, en l'occurrence, c'était de la neige. On essaie de se gérer. On essaie de se gérer parce que en fait, c'est les choses les plus difficiles qu'on puisse nous proposer, hein. C'est des profils où il y a comme ça 3 cols hors catégorie. Alors vous allez me dire, le peloton monte à son train les 2 premiers. C'est vrai. Mais c'est quand même assez angoissant avec un coureur qui a 73 en montagne, et même si il a des notes physiques juste hors du commun, mais quand même particulier. Moi je suis toujours assez prudent, méfiant quand je joue ce type d'étape là avec mon Van Der Poel. On avait en plus perdu le soutien de Tony Galopin qui sur la descente va réussir à rentrer pour apporter un petit peu de protection, mais pas bien longtemps. Du coup je relève Omen parce que Omen, de toute façon, j'ai vu qu'il ne pouvait pas aller jouer la victoire d'étape. Il était inférieur à certains dans l'échappée. Donc à partir de là, tu te relèves mon grand, et tu vas surtout apporter du soutien à Van Der Poel, ton leader, sur cette dernière ascension qui est, oui, comme je le mettais en commentaire, interminable. Ce sont des ascensions hors catégorie, hein. C'est comme leur nom l'indique, il y a forcément une certaine longueur d'ascension, hein, quand on est classé hors catégorie, notamment. Il y a le pourcentage, certes, mais à la limite, ce 3ème col est moins fort en pourcentage que ne pouvaient l'être les 2 autres. On va tenter un coup. Puisque Van Der Poel, il lui est resté un tout petit peu de barre rouge au moment de terminer ce col, et du coup, j'essaie de tenter un truc un peu dingue dans la descente. Alors évidemment, toujours des gens improbables qui nous roulent dessus, puisque à la limite, que l'équipe de Yates ou que Ineos nous roule dessus, je trouverais ça logique. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à nous rouler dessus? C'est pas possible. Et on a été un peu court. De toute façon, la victoire, on va pas aller la chercher, hein, parce que l'échappée avait trop de champ. Mais on peut par contre aller se consoler avec un petit sprint de groupe maillot jaune. Voilà qui est chose faite. C'était la dernière étape de ce Tour de Suisse, avec enfin la victoire de Guillaume Martin, qui l'aura bien cherché, celle-là il l'aura bien mérité. Et 3ème donc sur ce Tour de Suisse. Allez, ça maintient en haleine pour ce qui va suivre, hein, puisqu'on va dans pas longtemps attaquer ce Tour de France qui arrive à grands pas. Donc Van Der Poel est capable
de lutter de manière plutôt intéressante, même si je pense que personne ne peut vraiment lutter avec du très bon Bernal. C'est normal, Bernal c'est plus fort que beaucoup d'autres. On verra quand même quelle est la hiérarchie chez Ineos sur le tour, et puis on a gagné aussi un peu d'argent. Et ça, c'était pas dommage parce que au final, je suis toujours pas libéré de la question financière dans cette partie. C'est une menace permanente que de tomber en négatif. Heureusement, le Tour de France qui va suivre devrait nous soulager. On enchaîne avec les championnats nationaux. Donc, quelle attitude? Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? C'est parce que je ne vais pas aligner certains coureurs sur certaines épreuves. Parce que je suis en train de compter mes jours de course, tout simplement. Hein. Donc, par exemple, Galopin ne va pas sur le CLM français, alors que normalement, on l'alignerait. Pareil, Van Der Poel n'ira pas sur le championnat course en ligne, messieurs. Des Pays-Bas, etc., etc. Il y a des petits choix comme ça qui sont faits à ce stade-là, parce que je veux pas que le pic se déclenche trop tôt pour les uns ou pour les autres. Un dont on se fiche du déclenchement éventuel du pic, c'est Remco Evenepoel. On s'en fiche pas dans l'absolu, mais surtout parce que j'ai décidé de ne pas l'emmener sur le Tour de France. C'est ce qui était prévu. Hein. On avait dit Giro, Vuelta, puis après j'avais un peu poser 2-3 questions. Il est en bataille. Remco est en bataille avec Wout van Aert ainsi que Kampenaerts Victor, qui là est chez CCC dans la partie pour viser le titre de champion du CLM de Belgique. On voit que Remco avait pris le meilleur temps. Derrière, Wout van Aert lui passe devant et Kampenaerts va nous régler tout ça avec une avance monumentale qui ne donne aucun regret. Par contre, pour l'an prochain, on prend déjà rendez-vous, hein, parce que Remco doit pouvoir arriver un jour ou l'autre à gagner ce titre. Voilà. Après, j'ai simulé le championnat de CLM des Pays-Bas, également des États-Unis. Ouais, c'est vrai, c'est improbable, mais souvenez-vous, on a Jorgensen qui est là, donc obligé de participer, hein, pas le choix. Seule manière de ne pas participer, ce serait éventuellement de l'envoyer en stage sur cette période-là. Ça permet de court-circuiter l'inscription aux championnats nationaux quand on n'a pas envie d'y participer. Mais bon, ce n'est pas non plus si grave que ça. Voilà, on a Von Schultz et Engelwald qui sont tous deux de jeunes espoirs du contre-la-montre. Donc, pourquoi ne pas s'aligner sur celui de l'Allemagne, hein. Honnêtement, ce serait dommage de ne pas y participer dans la mesure où on a deux types comme ça dont c'est un petit peu le fonds de commerce à terme, hein. Et puis Engelwald aura pas mal performé avant que les tout meilleurs ne passent devant, hein. Et c'est Nils Politt qui s'impose là sur ce championnat d'Allemagne de CLM. Voilà. On a un petit rendez-vous avec les dossiers. Alors je vous avais expliqué que j'étais en train plutôt de penser à recruter quelques vétérans, probablement en plus de Lennart Kemna, hein, qu'on peut considérer comme un des nôtres dans pas trop longtemps a priori. Alors voilà, j'ajoute aussi un Moric, j'ajoute... j'ai rajouté parce que j'avais des points à dépenser, mais je vais pas non plus recruter tout ce qui est apparent, ça va sans dire, hein. De toute façon, financièrement, on ne pourrait pas. Après, je me suis amusé quelques jours plus tard pour l'épreuve en ligne des États-Unis. Je me suis amusé à tenter quand même le coup avec Jorgensen qui est tout seul, mais sur un parcours qu'on connaît bien, hein, c'est parcours Québec. Hein. Il est pas si mal, il est pas si ridicule. Après, il y a ce coureur, moi personnellement, je ne connais pas, hein, le coureur là qu'on voit s'imposer. L'américain. Donc 5ème place pour Jorgensen. Allez, c'est pas trop déshonorant, c'est pas un problème. Sur le championnat de France, par contre, j'y vais avec mes 3 Français, hein. Donc Corentin Guénaud, Tony Galopin et Florian Sénéchal. Le parcours, il n'est pas vraiment pour Sénéchal, il est plutôt pour Galopin. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir parce que au final, c'est une course qui est rigolote, hein. Elle est assez vallonnée. Il y a comme ça une grosse difficulté suivie d'une
petites qui comme ça reviennent je crois 19 fois ou quelque chose comme ça sur Pro Cycling Manager. On a fait face une première fois à une attaque de Romain Bardet, et là il faut faire attention parce qu'il y aurait plutôt un groupe qui tendrait à se détacher. Vous avez devant Warren Barguil, Christophe Laporte, Julien Alaphilippe évidemment, et Romain Bardet. Et celui qui va planter tout le monde là une première fois, c'est Julien Alaphilippe. Il aura beaucoup de mal, du coup je me recale dans la roue des autres. Je me dis qu'on essaiera de le reprendre dans la difficulté. En fait, le dernier passage dans cette montée à fort pourcentage, hein. Et c'est chose faite, hein, avec la roue de Romain Bardet. On se raccroche et on s'oriente vers un final à 3. Un final à 3, j'ai changé de roue après, hein. J'ai pris celle d'Alaphilippe. Après m'être fait un petit peu remonter par Romain Bardet. C'est dur pour Tony Galopin. Je vous rappelle que, cas où vous auriez pas suivi le truc, ce qui est vraiment pas grave du tout, il a un peu perdu en notes, hein, en cette année 2021. Ben ouais, c'est l'obsolescence des vétérans, hein. Et bon, ben ça se joue pas à grand chose, mais il a été en incapacité totale de déborder Alaphilippe, voire même Bardet. Donc 3ème place pour Tony. Le nouveau champion de France n'est autre que Julien Alaphilippe. Honnêtement, quoi de plus logique sur un tel parcours? Je m'en félicite. On aura un Julien Alaphilippe très bien habillé, avec un joli maillot bleu, blanc, rouge dans les courses qui suivront peut-être. C'est ce qu'on découvrira. Et on passe sans transition au championnat de Belgique, course en ligne. Et là, c'est toujours pareil. On a pas mal de Belges. C'est comme les Hollandais, on en a, hein. Donc quelque part, on a un peu l'avantage du nombre. Oui, mais le problème, c'est que 6 ou 7 coureurs moyens, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont encore en développement, n'ont jamais valu un coureur très fort. Et en l'occurrence, c'est comme ça que j'avais échappé Onklin, hein, et on a Verreken qui a pas trop mal supporté les difficultés jusqu'au moment où ils vont lâcher. Onklin repris de l'échappée du jour, Verreken aussi n'en peut plus, et du coup en fait Evenepoel, qui est vraiment le meilleur de mes coureurs alignés, hein, de mes Belges, Evenepoel se retrouve quand même seul sur une grosse partie du final, ce qui fait que obligé de gérer un petit peu. On a la présence de Tige Benoît et Dylan Teuns qui sont équipiers, hein. On a Wout van Aert évidemment qui est là. On a Greg Van Avermaet. Bon, Tim Wellens, n'oublions jamais que Tim Wellens est un Deceuninck Quick-Step, hein, dans la partie. Donc voilà les noms, hein, qu'on pourrait un petit peu citer. Je suis un peu tiraillé là parce qu'il y a Dylan Teuns qui est parti. En fait, Bahrain Merida a très bien joué le coup. Ils en ont fait partir un, et puis on a l'autre qui est dans le groupe. Ce qui fait que je regarde et je trouve que ça ne réagit pas beaucoup. En tout cas, ça ne chasse pas suffisamment Dylan Teuns à mon avis. Et de ce fait, je choisis de faire la jonction avec Dylan Teuns. Donc Remco a des bonnes jambes, hein. Remco a des très très bonnes jambes ce jour-là. Il a repris Dylan Teuns qui finalement lâche le coup. C'est Loïc Vliegen qui essaie de ramener un petit peu tout le monde, mais il s'agit d'un effort un petit peu pour aider ses concurrents. Il n'a pas vraiment de logique à rouler comme ça. Qu'importe, Remco ne se relève pas alors qu'on était presque en train de se faire reprendre. Remco ne se relève pas et Van Avermaet refuse. Manifestement, il n'est pas le seul, hein, mais il refuse de faire la chasse de Evenepoel pour le compte de quelqu'un d'autre. Bref, vous l'avez compris, Wout van Aert et Greg Van Avermaet se sont regardés un petit peu trop, et du coup c'est une victoire pour Remco Evenepoel qui est de nouveau champion de Belgique. Voilà, c'est dommage qu'on l'aligne pas sur le Tour de France, on aurait eu comme ça le joli maillot de champion de Belgique sous les yeux pas mal de fois, mais la vie ne s'arrête pas à ce Tour de France. Il y aura encore plein d'autres choses sympathiques et on pourra se faire plaisir avec
Remco Evenepoel, puisqu'on a à peu près un an pour profiter de ce joli maillot. On passe ensuite au championnat national des Pays-Bas, qui va se jouer en partie à ce moment-là. Vous avez vu, je vous ai fait des résumés relativement courts, parce que tout simplement j'ai des contraintes de temps en fait. J'ai pas envie que la vidéo elle fasse 1h30, et je suis obligé à un moment donné de compacter certains trucs. Donc l'essentiel c'est ce départ de Mollema à un moment donné. Et après on a eu une espèce de réplique contre-attaque de Demirel, le fameux Regen Demirel, le Regen hollandais, qui est tellement fort et qui avait notamment bien servi Van der Poel au dernier championnat du monde. Eh bien, moi, mon leader, c'est Nieuwenhuis sur ce championnat national des Pays-Bas. Nieuwenhuis, sur un parcours qui est quand même pas réellement fait pour lui, il va quand même prendre une 3ème place. Et voilà, je trouve pas là non plus qu'il y ait de quoi pleurnicher. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Après, je simule le championnat d'Allemagne parce que, sans surprise, ça s'adressait plutôt à un sprinter pour ce qui est de la victoire. Et donc, aucune utilité à aller brûler mes jeunes et à perdre un petit peu de temps. On passe enfin à ce Tour de France, profil 2014, pour lequel vous voyez ma sélection de coureurs. Voilà. Sam Oomen est a priori le leader pour le général, sauf coup de théâtre. Mathieu Van Der Poel aura carte blanche pour à peu près tout ce qu'il voudra. Et on a ensuite une bande de costauds, au premier rang desquels Galopin, Van Baarle, pourront jouer un rôle ici ou là. On a emmené également Nieuwenhuis, Engelwald et Von Schulz, nos deux petits Allemands. Vous voyez que je dispute un peu les sprints intermédiaires. Hein. Je fais la chasse au maillot vert. C'est pas parce qu'on l'a eu l'année précédente, le maillot vert, qu'on va pas chercher à l'avoir cette fois-ci non plus. Et puis, donc, j'aurais peut-être, je n'ai pas parlé de Florian Sénéchal aussi, qui est à ranger donc dans la catégorie aussi de nos costauds. On mise sur ça. Hein. Je n'ai pas de toute façon une équipe qui me permet d'aligner, on va dire, 4 ou 5 grimpeurs à 75, 76, etc. Je n'ai pas ça. Je fais donc avec ce que j'ai, et puis ce sera très bien comme ça. Ça, à mon avis, permet déjà de se faire vachement plaisir. C'est Dylan Groenewegen qui prend la première étape de ce Tour de France. Ok, avec une petite avance sur Peter Sagan et notre Mathieu Van Der Poel national. Ensuite, étape 2. L'étape 2, on se souvient qu'elle avait été déjà le théâtre, dans la réalité, d'une sacrée empoignade, et ça avait déjà été, allez, on va dire, un moment important de ce Tour 2014 à l'époque, donc remporté par Vincenzo Nibali. Et là, je ne sais pas si je peux à ce point-là durcir la course. Est-ce que j'en ai réellement les moyens? Parce que dès que ça devient trop vallonné, les moyens de l'équipe sont quand même relativement limités, surtout si je ne veux pas brûler Oomen trop tôt sur ce Tour de France. D'ailleurs, je ne peux peut-être pas non plus le brûler tout court, parce que Oomen, il est quand même notre chance numéro 1 pour essayer, j'ai bien dit, de prendre le fameux top 5 que le sponsor nous réclame. Donc Sam Oomen doit être protégé. Dès lors, il ne reste pas grand monde pour durcir comme on peut-être pourrait vouloir le faire. Cette course, dans cette étape 2, vous avez quand même le concours de Dylan Van Baarle. Dylan Van Baarle s'était blessé sur le Tour de Californie et avait fini par revenir quelques jours avant le Tour de France. Il n'a même pas été en mesure d'être aligné sur le championnat des Pays-Bas que vous avez montré juste avant. Donc c'est pour dire, ça se joue vraiment à quelques jours près. Je suis trop heureux de pouvoir compter sur lui parce que Van Baarle, il est essentiel dans mon équipe. Van Baarle, Galopin, Sénéchal sont des coureurs très importants. Vous avez vu, il y a une petite cohorte là de punchers, notamment, qui s'est un petit peu pris une cassure, mais ils vont rentrer, voilà, Kwiatkowski, Wellens, etc., Lutsenko. Et on arrive dans une difficulté finale pour laquelle j'ai envie de tenter ma chance avec Van Der Poel sans attendre un éventuel sprint. On voit qu'il y a Maximilian Schachmann. Tiens, Schachmann, quelqu'un qu'on a peut-être dans le viseur, on verra bien. Schachmann,
est le seul à avoir réussi à suivre Van Der Poel. On voit maintenant Kwiatkowski qui roule à toute blinde, mais c'est peut-être un petit peu trop tard, surtout que on a ici le concours de Sharman qui en place une. Et ça, c'est tout ce que j'espérais, en fait. Que Sharman place une attaque, c'était exactement ce que je pouvais souhaiter, surtout qu'après, on va la jouer, allez, on va dire relativement facile, par rapport à nos habitudes, en tout cas de jeu, hein, avec Van Der Poel. Relativement facile de déposer Sharman bien avant un sprint éventuel. J'ai veillé à ne pas l'emmener en fait, voilà, je ne voulais pas l'emmener dans ma roue, c'est pour ça que je me suis détaché de lui, et ça va nous permettre, tout ça, de prendre le maillot jaune, qu'il y ait un écart ou qu'il n'y en ait pas, mais il n'y en aura pas. Aucun écart comptabilisé, c'est logique, pour le coup là, il n'y a aucun problème à ça, les arrivées sont trop proches, hein, pour qu'il y ait le moindre écart, c'est donc au profit des bonifications que Van Der Poel va prendre le maillot jaune de ce Tour de France au soir de la deuxième étape. On se retrouve ainsi dans la troisième maintenant, la troisième sur laquelle, là aussi, je viens glaner 2-3 points sur l'intermédiaire parce que Groenewegen le fait, parce que Gaviria aussi le fait, Arnaud Démare également qui est un sprinter, un des meilleurs sprinters en tout cas présent sur ce tour. Il n'y a pas Viviani, hein, tiens, c'est à noter. Il y a Bennett aussi qui est présent, hein, donc méfiance. Et on se retrouve. Allez, tiens, pour une fois, victoire d'Arnaud Démare. Très très bien devant Sam Bennett et Mathieu Van Der Poel qui, quand même, sauvegarde un petit podium qui donne. C'est quoi déjà 4 petites secondes de bonification, ce qui permet de garder le maillot jaune, bien évidemment. Ok, et on passe tout de suite après encore une étape pour sprinter. Décidément, il y en aura 3 sur les 4 premières. Une étape qui donc est amenée à se jouer au sprint a priori, avec quelques toutes petites difficultés qu'on aperçoit. Il y a 3 petites quatrième catégories, mais tout ça est insignifiant. Et puis on sait très bien qu'en début de Tour de France sur Pro Cycling Manager, eh bien, on a pris l'habitude que les échappés ne vont pas au bout, donc ça sert à rien de se tuer à rouler. On sait très bien qu'on va être ramené sur les échappés par les équipes de sprinters, pas besoin que je fatigue mes gars. Par contre, je me permets de les fatiguer un petit peu pour ce qui est de la constitution d'un train, parce que j'ai quand même envie de tenter ma chance. C'est pas parce qu'on a fait 2 fois 3ème sur sprint massif comme ça, sur sprint plat, c'est pas parce qu'on a fait 2 fois 3ème qu'on retente pas notre chance pour essayer d'en glaner un. Et donc c'est comme ça qu'on va articuler un train un petit peu différent en fait. Je suis en train d'essayer d'ajuster mon train là en ce début de Tour de France. J'avais essayé des permutations entre l'ordre d'un tel avec un autre, et il semblerait que la formule là soit gagnante avec, vous avez vu l'ordre, hein, je n'ai pas besoin de détailler, c'est Galopin au final qui emmenait en dernière instance Van Der Poel. Moi je trouvais que c'était plus naturel en fait que ce soit Sénéchal ou Nieuwenhuis, mais ça marche mieux comme ça, donc je retenterai, on verra. Peut-être pas trop de conclusions à tirer pour le moment non plus, hein, c'est un petit peu trop court. Voilà, donc on a lancé ce Tour de France, on le poursuivra à l'épisode 23, ce sera avec notamment une étape juste énorme, cette étape Arimbert, porte du Hainaut, avec des secteurs pavés qui font très mal, hein, je crois qu'on peut le dire, on s'en souvient. Et puis on avancera, voilà, le plus possible. Je ne peux pas vous dire réellement jusqu'où on ira, est-ce qu'on le finira ou pas. Je suis toujours limité un peu par la longueur des épisodes, celui-là je trouve un petit peu long d'ailleurs. Et on avancera le plus possible, et puis on verra bien où est-ce qu'on tombe. Voilà, je vous dis à plus, à très bientôt, bye bye.